Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 octobre 2025 et notre cher ami Andrei Martianov est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Quand vous voulez. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour nous aider à toucher davantage de personnes. Andrei, laissez-moi commencer par ce qu'a dit l'envoyé américain auprès de l'OTAN, Matthew. Il a mentionné que Washington dispose d'armes puissantes que l'Ukraine ne possède pas encore, mais qui pourraient être transférées. De quoi s'agit-il? Vous savez, je voudrais, car beaucoup de gens veulent savoir, qu'est-ce que l'OTAN possède qu'elle n'a pas encore envoyé à l'Ukraine? C'est le missile THAAD qu'ils ont envoyé à Israël. Qu'ont-ils d'autre? De quoi parlent-ils? Rien. Ils ont le Tomahawk dont ils racontent n'importe quoi. Et il y a un problème technologique avec le Tomahawk. À part ça, oui, ils peuvent impliquer quelques Européens qui ont accès au VLS K-41. Mais le Tomahawk est en réalité un missile plus ancien que par exemple le Storm Shadow. Et ce sont des cibles assez classiques pour la défense aérienne russe. La seule chose, c'est le Tomahawk. C'est un TELAM, un missile de croisière Tomahawk pour attaque terrestre. Il a une portée d'environ 1600 km, donc théoriquement, il pourrait atteindre Moscou. C'est tout. L'OTAN n'a rien d'autre que ça. Je veux dire, ils ont beaucoup de propagande. Est-ce dangereux? Bien sûr, toute arme est dangereuse, ne vous y trompez pas. Mais le fait est que tout cela relève du désespoir et ils vont jouer avec toutes sortes de choses. Peut-être que la prochaine chose dont ils parleront sera le transfert d'armes nucléaires à l'Ukraine. Qui sait? Je veux dire, compte tenu du niveau intellectuel ou autre de Trump, il perd manifestement ses facultés cognitives. Nous entrons dans le territoire du Biden 2.0, et c'est du grand n'importe quoi. Mais même s'il les installe, la Russie s'en occupera. Et M. Peskov, tout le monde l'a déjà déclaré aujourd'hui, et hier, M. Ryabkov, rien de moins, a affirmé que oui, c'est fini. L'élan de ces relations entre la Russie et les États-Unis, qui avait été atteint à Anchorage, est mort. C'est terminé. C'est épuisé. Et par conséquent, oui, les États-Unis peuvent continuer à jouer avec ce qu'ils veulent, mais à terme, ils subiront de lourdes pertes parmi leur personnel américain. C'est pas qu'ils ne l'avaient pas, mais cette fois, ce sera vraiment, vraiment grave. Et si l'on considère ce qui se passe en ce moment à Washington, on ne peut en voir que les signes, tu sais, les signes extérieurs. C'est la panique, et c'est une manifestation constante du cirque qui s'y déroule. Et oui, les généraux et amiraux américains, ils ne sont pas vraiment bons. Je veux dire, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent à Trump. Mais en même temps, Trump ne sera pas capable de comprendre ce qu'on lui dit. Donc oui, ils en parleront, mais encore une fois, il y a des exigences techniques pour lancer des Tomahawks sur la Russie, et elles ne sont pas réunies, du moins pas encore. Et si les États-Unis veulent emprunter cette voie, eh bien voyons ce qui va se passer. Andrei, laisse-moi passer un extrait de Netanyahou en train de parler. Oh mon Dieu. Oui, oui. Voici ce qu'il a dit, car je pense que cela a un lien avec ce dont les États-Unis parlent en matière d'armement. Oui, nous l'avons partagé avec l'Amérique, mais je ne peux pas le partager avec vous. D'accord. Les armes offensives les plus avancées de la planète, des choses qu'aucune des superpuissances n'a développées, Israël les a partagées avec l'Amérique. Oui, c'est incroyable. Si tu devais imaginer de quoi il parle, ce serait quoi, à ton avis? Rien. Israël reçoit directement tout ce qui est inventé aux États-Unis. Toutes ces armes, de la défense aérienne à tout le reste, sont principalement des dérivés ou des produits directs fabriqués par Raytheon, Boeing et des entreprises de ce genre.
Ils ne font que dévisser le bouclier, tu sais, l'étiquette, et en coller une autre qui dit « fabriqué en Israël ». Ils ont bien quelques domaines où ils sont assez avancés, comme l'électronique et le traitement du signal. Mais tout cela vient aussi des États-Unis. Mais oui, c'est Netanyahou, c'est Israël. Alors que veux-tu que je dise? On assiste à une idiocratie. Ces gens-là, ce sont de vrais imbéciles. Certains disent que Netanyahou est malin. Il est habile. Ne vous y trompez pas. L'habileté n'est pas une preuve d'intelligence, d'accord? Et ce n'est pas non plus une preuve de réflexion stratégique. Les États-Unis n'ont pas de pensée stratégique, car la plupart des élites américaines et israéliennes occidentales sont composées, pour la plupart, d'imbéciles. Des imbéciles avec des doctorats, comme l'a dit H.L. Mencken. Et quand on en parle, écoutez, je suis Superman, d'accord? Vous ne le voyez pas? Regardez-moi, je suis Superman, vous savez? C'est, oh Seigneur, du fanfaronnage typique, de la vantardise à coups de poing sur la poitrine. Vous avez vu vous-même ce qu'est l'armée israélienne. Ce n'est pas une vraie armée. C'est un ensemble de bataillons punitifs, des maniaques génocidaires qui se sont quand même fait battre par le Hamas. Ils sont coincés dans cette zone de 159 miles carrés, la bande de Gaza, et ils ont surtout réussi à tuer des dizaines de milliers de civils et à les affamer. C'est la seule réussite de l'armée israélienne et d'Israël. Cela dit, tout ce qu'il faut savoir sur ces gens, sur leur armée et sur le groupe de généraux américains et autres qui les conseillent. Ce sont une bande de fanatiques sionistes chrétiens, vous savez. Et cela dit, tout ce qu'il faut savoir. Nous avons vu, évidemment, la soi-disant performance du système de défense antimissiles israélo-américain. Autant ne pas en avoir. Ne gaspillez pas votre argent là-dedans. Alors oui, qu'est-ce qu'il reste? Va te jeter du sable dans les yeux et tu sais, purger tout l'air chaud de tous tes orifices. Voilà qui est Netanyahou. Voilà qui est Trump. Voilà qui sont nos grands pontes du Pentagone. Des imbéciles incompétents, tu vois. C'est le déclin de l'Occident. Depuis des décennies, nous en sommes arrivés à la conclusion logique de tout cela. L'essentiel maintenant, c'est d'empêcher ces crétins, parce qu'ils sont aussi lâches, de déclencher une guerre nucléaire. À part ça, oui, il faut simplement les contenir et les laisser pourrir dans leur propre marécage jusqu'à ce qu'ils se décomposent complètement. Et voilà. André, Donald Trump a dit qu'il avait en quelque sorte décidé d'envoyer des missiles Tomahawk, mais qu'il voulait savoir comment il comptait les utiliser. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, j'ai l'impression qu'il parle à des petits-enfants, parce que tu as dit, eh bien, ce sont des enfants. Ce sont des gamins de maternelle, en fait. Ils savent qu'ils ont perdu, mais ils n'arrivent pas à passer à autre chose parce qu'ils n'ont aucune classe. Aucun d'entre eux. Ce sont des gens très peu cultivés, très primitifs dans leur façon de penser. Donc oui, quand il dit ça, oui, apparemment les Tomahawks font d'excellents, je ne sais pas, Porsche pour les maisons. Ils peuvent sans doute servir, je ne sais pas, d'engrais, peu importe à quoi ils utilisent les Tomahawks. Je sais pas, on pourrait construire leur maternelle avec, ou peut-être les utiliser pour une sorte de chirurgie. Mais oui, Trump doit savoir comment on utilise un missile de croisière Tomahawk. Tomahawk Land Attack Missile. C'est comme ça que ça s'appelle. Un vieux missile de croisière. Tu vois, une plateforme obsolète. En fait, cela remonte aux années 70. Mais oui, ça a été mis à jour, et tout ça, environ 1600 km de portée. Mais je ne sais pas, on pourrait peut-être construire un barrage avec des Tomahawks. Je ne sais pas. Donc oui, il faut demander à Trump. Apparemment, après avoir entendu ce qu'il a déblatéré pendant 35 minutes, plus ou moins, à Quantico, il y a une semaine, lors de cette réunion avec les généraux et les amiraux. Ce type vit dans un univers parallèle. C'était la diatribe d'une personne qui ne comprend même pas où elle se trouve. Oui,
Il y avait ces amiraux et ces généraux assis là, impassibles, parce qu'ils partaient complètement en vrille, je ne sais pas, encore une fois. Univers parallèle, fait alternatif, tout est alternatif, à part le fait que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. C'est un escroc de l'immobilier new-yorkais et un homme de spectacle. C'est ce qu'il est. Il n'a aucune compétence applicable à la véritable diplomatie ni à la gestion d'un État, surtout à l'échelle internationale, pour un pays aussi immense que les États-Unis. Et oui, ça se voit dans toutes ses réalisations, qui sont très rares, pour le dire gentiment. Que puis-je dire? Donc oui, maintenant il veut savoir comment les Tomahawks seront utilisés par les Ukrainiens. Comme je l'ai dit, ils pourraient être utilisés peut-être comme décoration, vous savez, pour tout cela. Pouvez-vous imaginer un beau parc dans la ville décoré avec des Tomahawks? Voilà, c'est ça. André, penses-tu que Donald Trump emprunte le même chemin que celui que nous avons observé pendant l'administration Biden? On dirait qu'il a un problème. Il n'est pas très vif quand il parle. Il ne l'a jamais été. Oui, il ne l'a jamais été. Il a un vocabulaire très limité, ce qui en dit long sur lui. Je l'ai compris pendant son premier mandat, sa première période, en 2016-2020, qu'il n'a jamais lu un livre de sa vie, d'accord? C'est un homme très peu cultivé, très primitif. Il ressemble à un baron gitan, tu vois? Il adore l'or. Je veux dire, bon sang. Alors qu'est-ce que tu veux attendre? Et évidemment, il est maintenant dans une spirale descendante avec ses facultés cognitives qui n'ont jamais été solides au départ. Et maintenant, nous avons ça. C'est presque limite, tu sais, un trouble de la personnalité, parce que son narcissisme atteint désormais de nouveaux sommets. Il pense que, parce qu'il a remporté un second mandat, parce qu'il est redevenu président, cela prouve d'une certaine manière ses qualités extraordinaires. C'est un démagogue, sans aucun doute. Il peut baratiner les gens, mais le MAGA sous lui est déjà mort. MAGA est mort. Je veux dire, il n'y a plus de MAGA, c'est du vent, juste un truc de propagande. Et maintenant, il est complètement... Enfin, il a toujours été contrôlé par Israël. Voilà où nous en sommes, et on ne peut rien y faire. Il y va, oui, c'est Biden 2.0. Oui. En y regardant de plus près, André, à la suite de la conférence de Valdai, certaines personnes disent que Poutine n'a pas été très ferme dans la manière dont il mettait en garde les États-Unis et l'Occident contre une escalade. Avant d'en venir à ce genre d'argument, quand on observe le champ de bataille, quand on examine la dynamique de ce qui s'y passe, ont-ils vraiment besoin d'être plus agressifs dans leur communication? Ou quel serait l'intérêt si Poutine dit « Si vous faites cela, je ferai ceci ». Ces personnes qui tiennent de tels propos ne comprennent rien à la culture russe. Elles ne savent rien de l'armée. Et bien sûr, ceux qui parlent ainsi n'ont jamais détenu la moindre habilitation, comme moi par exemple, qui était au-dessus du secret le mieux gardé. C'est ce que détenaient les officiers des forces armées soviétiques et russes. Ils ne comprennent pas ce qu'est une information opérationnelle, ni comment fonctionnent les services de renseignement et de contre-espionnage. Ces gens sont en réalité des amateurs, façonnés par les médias de masse, sans véritable expérience lorsqu'ils abordent ce sujet. Il faut comprendre ce que Poutine sait. Chaque matin, il reçoit un rapport des meilleurs services de renseignement humain au monde, ainsi que du deuxième meilleur ISR au monde en matière de renseignement d'origine électromagnétique et d'autres domaines similaires. Il reçoit également des rapports du chef d'état-major général et du ministre de la Défense, ainsi que des directeurs du SVR, le service de renseignement extérieur, et du FSB. Et ces personnes qui tiennent ce genre de propos n'ont aucune compréhension de la réalité, qu'elle soit militaire, économique,
du renseignement ou stratégique. Ce sont simplement des victimes des gros titres. Point final. Et par conséquent, c'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, qui sortira une fois que nous aurons terminé. Ils continuent de croire qu'ils connaissent le sujet. Ce n'est pas le cas. Ils n'ont absolument aucune expérience. Recueillir et colporter des rumeurs autour de, disons, Moscou ou en Russie, des rumeurs provenant de certains éléments marginaux. Eh bien, je ne veux pas paraître arrogant, mais il ferait mieux de savoir qui sont leurs sources. D'accord? Que puis-je dire? S'ils veulent continuer avec ces absurdités, ils le peuvent certainement. Mais le fait est que les professionnels ne se fient pas aux déclarations. Les professionnels regardent les cartes, ils examinent les chiffres, et pas seulement les chiffres bruts. C'est de cela que je parle. Les vrais professionnels militaires considèrent les choses à un niveau opérationnel. Le travail au niveau opérationnel exige une connaissance approfondie des statistiques, de la théorie des probabilités et de l'analyse de ce type. Travailler à ce niveau n'est pas simple, ce n'est pas linéaire. Et oui, si vous regardez de près le Bloomberg d'aujourd'hui, lamentation, Bloomberg se lamente toujours, vous verrez qu'il y a là des maniaques génocidaires, tout comme dans la plupart des médias traditionnels aux États-Unis. Ils se lamentent que la moitié de la production de gaz de l'Ukraine ait été détruite. Voilà. Cela dit tout. Ces choses sont spectaculaires, sans aucun doute. Extrêmement spectaculaires quand on voit ces frappes, vous savez, les calibres atteignant leur cible. Mais le fait est que les guerres ne se mènent pas comme Hollywood les présente, ni comme l'armée américaine les présente. Parce que la seule guerre que les États-Unis ont jamais pu présenter comme une sorte de succès, c'était la guerre du Golfe 1.0, qui n'était pas une vraie guerre. Ils ont écrasé, tu sais, une armée arabe minable. Et ils n'ont cessé de la présenter comme une sorte d'exploit. Ça ne l'a jamais été. Donc quand on regarde tout cela dans son ensemble, quiconque vient dire « Oh, Poutine aurait dû dire ceci », devrait d'abord lire attentivement ce qu'il a réellement dit, en gardant à l'esprit que Vladimir Poutine, contrairement à ceux qui doutent de ses déclarations, est lui-même, contrairement à Trump, un officier du renseignement professionnel. Il a été directeur du FSB et il est diplômé de l'école du KGB, en plus d'y avoir travaillé auparavant. Il est également diplômé de la première faculté, premier département du KIAE, l'Institut Andropov de la Bannière Rouge, qui s'appelle aujourd'hui l'Académie du service de renseignement extérieur. Ces gens n'ont aucune idée de ce que c'est. Et donc, Vladimir Poutine sait qui est Trump. Il sait qui ils sont tous. Il peut les manipuler quand il le souhaite. Et la manière dont il s'y prend, il se présente comme un homme très intelligent, très instruit et très calme. Il projette la puissance de la Russie, contrairement à Trump, par exemple, qui ne cesse de se ridiculiser, ainsi que le pays et ses forces armées. C'est tout simplement humiliant. Et quand les gens disent que lui, parmi tous, aurait dû dire quelque chose, ce n'est pas ainsi que les Russes fonctionnent, surtout dans les conditions actuelles. Surtout dans une situation où la Russie, lisez bien sur mes lèvres, vous pouvez me citer. Je pourrais soutenir une thèse de doctorat, ce que certains m'ont d'ailleurs suggéré de faire. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec un diplôme bidon en sciences politiques, qui n'a rien de scientifique. C'est essentiellement un faux diplôme. Le fait est que la Russie a remporté la course aux armements haut la main par un chaos. Et quoi qu'en pensent ces gens, il ferait mieux de se regarder dans le miroir, de voir quelle expérience réelle, quelle véritable relation et quelles sources concrètes ils apportent réellement à la discussion. André, corrige-moi si je me trompe dans ma compréhension de la Russie. Car jusqu'à présent,
d'après ce que nous avons vu de l'administration Poutine. Chaque fois qu'ils s'expriment et répondent à ces questions sérieuses, sur l'escalade, sur l'envoi de missiles Tomahawk ou d'autres types de missiles, ils ont une position officielle. Ce n'est pas quelque chose d'improvisé sur le moment. Ils n'improvisent pas. Ils savent quelle est la politique officielle, quelle doit être la réponse officielle. Peu importe que ce soit Poutine qui réponde à la question, ou Lavrov, ils connaissent le ton, ils savent comment répondre. Est-ce bien le cas en Russie? C'est tout à fait exact. J'ai écrit 4 livres sur le sujet et je vais en écrire un 5e avec des officiers retraités très expérimentés, américains et russes, qui ont servi au cœur même de l'état-major général. Les États-Unis n'ont pas de lien entre ce qui tient lieu de grandes stratégies d'État et leur stratégie militaire. Dans les 2 cas, les États-Unis font preuve d'incompétence, car ils n'ont pas connu de véritable guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Et même à cette époque, ce fut une affaire relativement agréable, pour le dire avec modération, malgré les grands sacrifices consentis par les soldats américains, tant en Europe que dans le théâtre du Pacifique. Mais cela a été la planche de salut des États-Unis. Les États-Unis sont passés d'une destruction économique totale dans les années 1930 au plein emploi. Et puis soudain, mon Dieu, vous savez, quand on en parle, il n'y a pas une seule personne dans l'armée américaine au plus haut niveau. Il y en a quelques-unes dans les rangs intermédiaires, mais pas une seule parmi les hauts gradés américains, ni parmi les dirigeants de la CIA, ni parmi les responsables politiques, sans parler de tous ces bouffons du Council on Foreign Relations qui comprennent réellement ce qu'est une stratégie. Ils ne comprennent pas. Ils connaissent quelques formules tirées de Sun Tzu et de Clausewitz sans saisir la nature de la guerre. Aucun d'entre eux ne comprend. Aucun. Quiconque enseigne la stratégie au US Army War College ou au US Naval War College, comme cet idiote de Sarah Payne, n'a aucune idée de ce dont il parle, car il ne comprend pas le concept de ce qu'on appelle la base matérielle technique de la guerre. Ils ne comprennent pas. Les seules choses qu'ils connaissent, ce sont, vous savez, ces mèmes et extraits d'Hollywood. Comment la bombe tombe sur un mariage afghan et ils s'écrient « Hurrah !» Ils ne comprennent pas la corrélation des forces et des moyens. Ce n'est pas correctement enseigné dans les académies militaires américaines, qui sont intellectuellement en retard. Aucun des cadets issus des meilleures académies militaires de l'OTAN, en Occident, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie ou en Espagne, ne le comprend. Ils doivent même passer des examens d'entrée pour les académies militaires, ce que les enfants russes doivent faire pour y entrer. Ils ne comprennent même pas ce que c'est, ni le genre de pression académique et militaire insensée que subissent ces enfants pour bâtir une véritable nation militaire. Et c'est pour cela que ces gens ne comprennent pas ce qu'ils voient. Eh bien, en réalité, comme je l'ai déjà dit, Viktor Orban, voyons, Viktor Orban, oui, la Hongrie n'est peut-être pas une grande puissance, mais c'est tout de même un pays, et un pays important dans l'histoire européenne. Il s'est exprimé il y a environ une semaine à la télévision hongroise, et l'a répété, c'est fini. L'Occident a perdu la guerre. Point final. J'en parle depuis 2023, en fait, depuis 2015. Ils ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Ils ne comprennent pas les paramètres de la guerre. Les États-Unis ont été démilitarisés. Ils n'ont littéralement plus rien, sans même parler de l'Europe. L'Europe, ce ne sont que des miséreux, d'accord? Ce sont des bouffons qui prétendent avoir de l'importance. La seule chose qu'il reste aux États-Unis, ce sont les armes nucléaires. C'est tout. Et ils ne comprennent pas comment mener de véritables exercices militaires. Tout cela, ce sont essentiellement des jeux de guerre. Au moins maintenant, ils admettent que ces dernières années, lorsqu'ils faisaient ces jeux de guerre, ils ont littéralement été détruits par la Russie. Très bien.
Mais encore une fois, tu sais, je sais comment ces jeux sont conçus. J'ai des professionnels qui disent les choses telles qu'elles sont. Et c'est tout. C'est la fin. Alors la question maintenant est, seront-ils assez imprudents pour que dans le dernier sursaut du système militaire, politique et économique de l'Occident combiné, que nous savons aujourd'hui être, eh bien, une forme de capitalisme. Mais le problème, c'est que c'est un capitalisme financier. Ils aient complètement perdu la capacité de produire correctement. Vont-ils opter pour la solution ultime, compte tenu du niveau intellectuel, ou plutôt de l'absence de celui-ci, et des croyances de ces gens, surtout quand on regarde les sionistes chrétiens, les rapturistes et tous ces cinglés qui se disent chrétiens? Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Ils pourraient envisager une sorte de bouton nucléaire. Est-ce une possibilité? Oui, c'en est une. À quel point c'est probable, je ne sais pas. Et c'est pourquoi la Russie travaille sans relâche, constamment, pour éviter une catastrophe. Parce que lorsque les États-Unis et la Russie commencent à s'affronter, c'est fini, tout est terminé. C'en est fini de la civilisation humaine. Et pour ceux qui ne comprennent pas cela, parce qu'ils n'ont jamais manipulé ces armes, jamais vu les faits, jamais étudié la question, comme moi, par exemple, et mes camarades de classe, parmi lesquels se trouvent toutes sortes de personnes, y compris les commandants de la flotte de la Fédération de Russie et d'autres du même genre. Alors, ils ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. Ils n'en ont aucune idée. Ils n'ont aucun cadre pour cela. Et c'est pourquoi je l'ai dit publiquement. Le journalisme en Occident et leur production, pour la plupart, non seulement ce sont des criminels de guerre, ils font de la propagande personnelle, mais en plus ces gens sont des imbéciles. Tu ne peux pas expliquer aux crétins moyens de CNN, de MSNBC ou du Wall Street Journal, mec, quand ça va partir, tu n'auras aucune chance, point final. Tu sais, ta famille, tout, tes amours, ton cheval, peu importe, ton argent, tout cela ne vaudra plus rien. Tes enfants mourront. Tu mourras. Vos mères ou peu importe, vous savez, tout, vos biens, tout sera brûlé. Ils ne comprennent pas. L'Amérique n'a aucune compréhension de la guerre continentale. Les Européens non plus, ils ont été endoctrinés. Et donc ils veulent jouer à ces jeux-là. Les Russes y jouent si nécessaire. Mais comme je l'ai déjà dit, la réalité sur le terrain est telle qu'ils n'ont aucune chance. C'est fini. Et maintenant, ils doivent décider. Veulent-ils redoubler d'efforts? Les Russes, comme je l'ai déjà dit, quand on regarde leur corrélation des forces et des moyens, ce n'est même pas drôle. La Russie surpasse l'ensemble de l'OTAN d'un ordre de grandeur dans tous les domaines. Et c'est le résultat. Je pense que l'un des principaux messages de Vladimir Poutine lors du forum de Valdai portait sur l'utilisation des armes nucléaires. Il a déclaré que les armes nucléaires tactiques sont plusieurs fois plus puissantes que les bombes utilisées à Nagasaki et à Hiroshima. Oh oui, bien sûr, oui. Donc pour beaucoup d'entre nous, comme vous l'avez mentionné, nous ne comprenons pas vraiment ce genre d'escalade, car quand cela arrive, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Oui, tu ne peux pas revenir en arrière. Et encore une fois, c'est ce que ces crétins à Washington, Londres ou Berlin ne comprennent pas, ou à Paris par exemple. D'abord, l'Occident est pathétique, même en comparaison des systèmes de livraison. La Russie n'a pas seulement gagné la course aux armements, elle l'a gagné de très loin en matière de systèmes de livraison qui peuvent aussi transporter des armes nucléaires. Certains d'entre eux, encore une fois, sont tactiques. Tout dépend de la façon dont on définit tactique, d'accord? On peut utiliser par exemple une arme nucléaire tactique qui serait plus puissante que celle larguée sur Hiroshima et Nagasaki, Little Boy et Fat Man, quels que soient les noms de ces bombes.
Oui, elle pourrait faire 10 kilotonnes. Elle pourrait être, eh bien, vous savez, si nécessaire, une mégatonne. Tout dépend du type de mission qu'elles sont censées accomplir. C'est ainsi qu'on les définit. Si c'est tactique, si cela résout des tâches tactiques, c'est une arme nucléaire tactique. Mais en réalité, cela peut être très puissant, vous savez. C'est tout le problème. On ne peut pas expliquer aux gens que la Russie a atteint un niveau où elle n'a même plus besoin d'utiliser des armes nucléaires. Dieu nous en garde. Elle peut complètement décapiter toute la direction militaire et politique européenne. En gros, toute installation militaire ou politique, y compris les bunkers souterrains, elle disparaîtrait. C'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens. Les Russes ne sont pas enclins à utiliser des armes nucléaires, bien que leur réponse nucléaire soit inscrite dans la doctrine militaire russe de 2014, aux articles 26 et 27. Celle-ci explique que lorsqu'il existe une menace pour l'existence de l'État russe, la Russie utilisera des armes nucléaires. Et ce sont les Russes eux-mêmes qui décideront si une telle menace existe. Et s'ils veulent jouer à ce jeu-là, eh bien, que Dieu nous vienne en aide, car nous allons tous mourir, pour la plupart. Je peux vous dire une chose, je vis à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, avec les bases navales de San Diego et de Kings Bay. Elles disparaîtraient en une demi-heure, et il ne resterait plus rien. As-tu lu ce qu'Emmanuel Todd a écrit à ce sujet? Oui, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Oui, c'est ce que je dis. Ils comprennent qu'ils ont perdu. C'est juste que, comme ce sont des lâches et qui se sont tellement vantés, ils ont en gros réinventé toute l'histoire de l'Occident uni après la Seconde Guerre mondiale, en créant toutes ces menaces et ce genre de choses, en utilisant tous ces types douteux comme Solzhenitsyn et tout ça, tu vois, en vendant l'histoire du genre. Les communistes ont tué 60 millions. Non, 600 millions. Allons donc. Je veux dire, bien sûr, pourquoi s'arrêter là? Vous savez, 100 000, milliards, millions, trillions, peu importe. Ces gens n'ont aucun honneur, rien. Ce ne sont que des manipulateurs et des escrocs. Ils pensaient se battre pour une sorte de liberté, mais on voit bien maintenant ce que ces libertés en Europe sont devenues. Ça se transforme en un trou totalitaire, vous voyez, un vrai dépotoir. Et ça va devenir bien pire, évidemment. Dans certains cas, ils en arriveront peut-être au point de 1984. Ils y arrivent déjà au Royaume-Uni. Et oui, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis et l'Europe n'ont pas produit de stratèges dignes de ce nom depuis 100 ans. Tous ces soi-disant stratèges se sont révélés n'être rien de plus que des démagogues, des pseudo-militaires, des pseudo-politiques démagogues. Regardez ces gens du Council on Foreign Relations. Ce sont carrément des imbéciles. Vous savez, ils n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Et même ceux qui comprennent n'ont pas le droit de sortir et de dire « Les gars, on est fichus, c'est fini ». Ils ne peuvent pas, parce que s'ils le faisaient, ils perdraient leur sinécure. Dans le cas de Charlie Kirk, il pourrait même être assassiné. Voilà donc le cercle vicieux de la Chambre d'écho. Ils continueront à faire cela jusqu'à détruire les États-Unis, ce qu'ils s'efforcent de faire. Et l'Occident, c'est-à-dire l'Europe occidentale, est fini. C'est terminé pour les Européens. Certains de ces pays n'existeront probablement même plus comme nations européennes d'ici 2050. En réalité, ils font cela, André. Regarde ces gens. Tu as mentionné Charlie Kirk. Nous connaissons Tucker Carlson. Ces personnes qui sont contre la guerre, contre ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient. Mais ces gens-là, l'administration Trump, d'une certaine manière, tu sais, ne s'en soucie pas. Trump est contrôlé par le Mossad. Il est contrôlé par Netanyahou. Trump est le lèche-botte de Netanyahou. Tout est lié. Tout le monde avait compris ça. C'est le beau-père de Kushner, peu importe, et tout le reste.
Ce type est complètement empêtré là-dedans. D'accord? Et cela même sans tenir compte de ce qu'il y a dans les dossiers Epstein. Il est corrompu jusqu'à la moelle, un narcissique. La seule chose qui l'intéresse, c'est son bien-être personnel et l'image qu'il a de lui-même. Voilà. Peut-être que de temps en temps, il a des pensées lucides, mais il les contredit aussitôt. Il est très crédule, ce qui veut dire qu'il est un homme très faible. C'est un homme extrêmement faible. Alors, que puis-je dire? Biden était un zombie avec la triple emprise de sa femme, qui est une idiote, et de Blinken et Sullivan dans son dos, tu vois, en train de le contrôler. Trump, lui, a la main de Netanyahou dans le sien, et il est le serviteur d'Israël. Il ne sert pas les intérêts du peuple américain, même quand il essaie, ce que je ne pense pas qu'il fasse. Je ne pense pas que ce soit vraiment lui. Je crois que c'est Stephen Miller qui est cohérent, du moins sur la politique intérieure. Et il y a certaines choses que j'applaudis. Par exemple, j'en ai assez de l'hypocrisie de ce qu'on appelle, enfin ce n'est pas la gauche, c'est le néolibéralisme, le DNC, qui est essentiellement un groupe de crime organisé, le Comité national démocrate. Ici, oui, ils doivent faire leur travail. Nous ne savons pas combien de millions d'immigrés illégaux, y compris leur cartel de drogue et le crime organisé, se trouvent aux États-Unis à cause de leur politique d'immigration. Et quand on regarde les grandes villes, oui, elles sont essentiellement occupées par leurs fous furieux. Mais le problème, c'est que Trump, c'est surtout du vent. C'est comme, oui, tu sais, Antifa sont des terroristes. Oui, je disais déjà ça pendant son premier mandat. Il n'a jamais rien fait à ce sujet. Maintenant, il les a déclarés d'accord, ce qu'ils sont. Une organisation terroriste, du terrorisme intérieur. Alors voyons comment il va continuer à gérer ça et comment il finira encore par se retourner contre ses propres politiques ou ses propres déclarations. Que veux-tu que je dise? Oui, on a ce qu'on a. Des magouilles à la New York. Version promoteur immobilier. Laisse-t-il le dossier ukrainien entre les mains des Européens? Est-ce que ça donne cette impression? Les États-Unis n'ont pas d'autre option. Les États-Unis n'ont plus rien à donner. Je veux dire, ils peuvent essayer de tirer ce qu'il reste des formations de première ligne régulières des forces armées américaines. L'armée américaine, vous voyez. Et pourquoi ne leur donne-t-il pas des F-16, encore plus de F-16, qui leur donnent des F-35? Bon sang. Il y a plein de pilotes russes qui adoreraient mettre la main sur cet engin. Alors oui, que pourrait-il donner? Si vous regardez de près combien, par exemple, de Bradley ont été anéantis au cours de l'opération militaire spéciale, je ne sais pas. On a pratiquement raclé le fond du baril. Et à moins, encore une fois, que vous ne commenciez à désarmer vos unités de ligne, comme, vous savez, les divisions et toutes sortes de brigades, en disant « D'accord, donnez-nous ce qu'il reste de votre équipement, laissez-nous l'envoyer là-bas ». C'est pour cela que les États-Unis ne fournissent plus, disons, de chars Abrams. Les gens de Wikipédia, tous ces amateurs, disent « Oh oui, ils en ont produit environ 5000 ». Combien d'entre eux sont réellement disponibles et en état de marche? Peut-être quelques centaines tout au plus. Et donc oui, voilà la situation. Et c'est pour cela qu'il y a toutes ces discussions à propos des Tomahawks, parce que les États-Unis n'ont plus rien à donner. Je veux dire, oui, réfléchissez. S'il vous plaît, réfléchissez à l'Ukraine. Voyez ce qui va se passer. C'est tout simplement incroyable. Je ne sais pas combien de systèmes THAAD ils ont aux États-Unis, car ils en ont envoyé 3, si je ne me trompe pas, en Israël. Presque un cinquième d'entre eux, des missiles en 12 jours. Je veux dire, c'est tout ce qu'il faut savoir. Encore une fois, les professionnels, pendant que les amateurs discutent, vous savez, de n'importe quoi, du ton sur lequel M. Poutine a dit ceci ou cela, ou des tactiques, les professionnels, eux, discutent de logistique. Ils discutent de la corrélation des forces et des moyens.
Et pour discuter de la corrélation des forces et des moyens, il faut une formation et une expérience militaire professionnelle, ainsi qu'une expérience du renseignement. Le reste, les civils, la plupart d'entre eux, n'y comprennent rien. C'est tout ce qu'il reste. Ils recueillent des rumeurs provenant de toutes sortes de sources douteuses et disent « Oh oui, ceci ou cela s'est passé ». Non, ce n'est pas le cas. Ça fonctionne de manière totalement différente, vous savez. Tu sais ce que dit Emmanuel Todd? C'est tellement important, je pense, de comprendre l'état d'esprit des États-Unis. Il dit qu'après tout, les États-Unis doivent accepter qu'ils ont été vaincus en Ukraine. C'est énorme, ils doivent le comprendre. Il dit qu'ils le comprennent. Il dit qu'ils comprennent, en réalité. C'est juste qu'ils sont, surtout à Washington, des lâches. Ils ne peuvent pas l'admettre. Et encore une fois, la Russie a présenté sa dernière offre aux États-Unis à Anchorage. Trump ne l'a pas acceptée, et voilà. Maintenant, les États-Unis vont devoir faire face à des perspectives humiliantes. Les Russes ont joué les nourrices et les gardiens pour les États-Unis depuis un certain temps, parce qu'évidemment, quand on regarde les deux arsenaux nucléaires, c'est sérieux. Mais vous savez quoi? Regardez les présidents américains depuis Clinton. C'est pathétique. Vraiment pathétique. Ce sont des gens qui sont carrément stupides, d'accord? Y compris Obama. Obama n'avait que la capacité de produire, vous savez, ces inflexions grandiloquentes dans ses discours et ce genre de choses. Ce type était un parfait imbécile et corrompu jusqu'à la moelle. Donc oui, il y avait W, qui était un crétin, un sioniste chrétien. En gros, c'est ce qu'il est. Et maintenant, on a Biden. On sait qu'il n'était même pas vraiment vivant, tu vois, quand il était le président. Oui, c'est quoi déjà le nom de ce film, Weekend at Bernie's ou quelque chose comme ça, où ils tiennent un type debout? Et maintenant, on a celui-là. Il ne comprenait pas ce à quoi il faisait face. Et encore une fois, il faut comprendre, c'est un sioniste chrétien. Peu importe à quel point il essaie de le cacher, il est dans la poche d'Israël. Les États-Unis n'ont pas de souveraineté. Les États-Unis sont dirigés par Israël. Les États-Unis n'ont pas un Congrès américain. Ils ont la Knesset 2.0. Donc quand tu regardes ces stratèges et professionnels militaires israéliens, tu l'as vu toi-même. Je veux dire, le reste du monde l'a vu. Mais Emmanuel Todd a en fait raison. Il dit qu'ils comprennent, c'est juste qu'ils sont lâches. Ils ne peuvent pas trouver une issue honorable à cause des dissimulations. C'est ça le problème. C'était Weekend at Bernie's. Weekend at Bernie's, oui, c'est bien ça. Donc oui, c'était l'administration Biden. Mais en gros, on en arrive à quelque chose qui ressemble à l'état de la première administration Biden. Et la principale préoccupation de la Russie maintenant, c'est d'éviter un échange nucléaire mondial. C'est tout. Et ceux qui ne comprennent pas ça doivent quitter la profession et s'en aller. Allez bosser chez McDonald's ou vous savez quoi, acheter un 7-Eleven. Essayez de faire tourner ça, vous voyez. André, je pense que les États-Unis peuvent transformer cela en une situation gagnant-gagnant pour les États-Unis et la Russie. Tu as mentionné que la Russie avait fait une offre lors de cette réunion. À ton avis, qui hésite autant ou qui évite cela? De quoi s'agit-il exactement? Parce que j'ai récemment parlé avec Martin Armstrong. Il a dit que la haine que ces gens éprouvent envers la Russie est sans fin. Ils ne veulent pas de meilleures relations avec vous. Qui sont ces gens, André? Qui sont ces personnes si puissantes dans l'administration Biden, dans l'administration Trump? Tu te souviens que pendant l'administration Obama, Obama lui-même a dit que la Russie était une puissance régionale. Tu sais, il n'aime même pas admettre que la Russie est une non. Il y a plusieurs secteurs. D'abord, l'un d'eux se trouve du côté démocrate, en particulier le mouvement LGBTQ, peu importe comment on l'appelle.
Ils détestent profondément la Russie à cause de ce qui est inscrit dans la constitution russe, qu'il n'existe que deux genres, les hommes et les femmes. Le droit de la famille russe protège les enfants. Si vous êtes homosexuel, vous n'avez pas le droit d'adopter des enfants. Vous pouvez être homosexuel. Ce que vous faites derrière des portes closes, c'est votre affaire. Mais vous n'avez pas le droit d'organiser ces défilés de la fierté. C'est donc un lobby très puissant aux États-Unis. Ils détestent la Russie. Ensuite, il y a les Juifs russes. Certains d'entre eux sont des néoconservateurs. Évidemment pas tous, mais la plupart sont néoconservateurs et pro-Israël. Ils abhorrent les Russes. Et bien sûr, il y a ensuite la partie des chrétiens sionistes évangéliques, les rapturistes, toutes sortes de pseudo-sectes chrétiennes de la mort, très présentes aux États-Unis. Ils détestent les Russes, oui, parce qu'ils croient à toutes ces absurdités sur la fin des temps, l'enlèvement et tout le reste. Donc oui, quand on met tout cela ensemble, cela forme un bloc électoral important qui exerce une pression très forte sur des sénateurs et des membres du Congrès américain déjà corrompus. La plupart le sont. Et oui, ils détestent les Russes, en plus de la vision protestante traditionnelle des Russes comme des sous-humains. Alors, que puis-je dire? J'ai donné cet exemple de nombreuses fois, pour M. Brennan ou M. Clapper par exemple, comme pour beaucoup de gens dans l'administration Trump ou dans l'administration Biden. Moi, en tant qu'être humain blanc, slave, russe par origine, je suis considéré comme sous-humain. Je suis un intermanche. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y avait beaucoup de personnes, même aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui applaudissaient ce que faisait Hitler, ce que faisaient les nazis et les Européens. Les Européens applaudissaient Hitler. C'est pourquoi ils n'ont pas beaucoup résisté, parce qu'ils reconnaissaient les leurs. Et Hitler faisait ce que l'Europe voulait. Il voulait, eh bien, ils ont tué les Juifs. Mais avant tout, il s'agissait de Lebensraum. Et vous savez quoi? Cette péninsule pathétique qu'on appelle l'Europe, cette péninsule du continent eurasien, il voulait que les Russes disparaissent. Il y a encore beaucoup de gens à Londres et à Bruxelles qui ne souhaiteraient rien de plus que de tuer des enfants et des femmes russes, et qui applaudissent les nazis. Il y a beaucoup de gens au Pentagone et à la CIA qui aiment ça. Ils ne sont vraiment pas très instruits. On ne peut plus recevoir une bonne éducation aux États-Unis, sauf peut-être dans les domaines scientifiques et techniques. On ne peut plus obtenir une formation normale en sciences humaines, car elles sont pour la plupart infestées par les charlatans de la génération Woodstock et toutes sortes de néoconservateurs. Et tu sais, de juifs russes qui prêchent toutes ces absurdités. En conséquence, on a toute une génération de gens incultes et sans éducation. Et quand je parle de sans éducation, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas de diplôme ou qu'ils ne connaissent pas quelques langues. Regarde Michael McFaul, ce type est un idiot certifié. Il a été ambassadeur des États-Unis en Russie. Et il continue à... Enfin, je veux dire, ce type est un crétin, tout simplement. Mais c'est ce qu'ils sont. Et par conséquent, devinez quoi? Vous avez cette espèce de masse informe qui déteste les Russes, parce que les Russes sont des sous-hommes, tout en souffrant en même temps de schizophrénie. Et la schizophrénie, c'est cette merveilleuse, eh bien, comme l'a dit un journaliste irlandais, c'est la même croyance tenue simultanément, que la Russie est sur le point de s'effondrer et qu'elle est sur le point de conquérir le monde. Donc c'est 1984. C'est un double-think écrasant. Voilà ce que c'est. Et dans leur monde, oui, chez les Clapper, les Brennan, de nombreux analystes russes de la CIA et tout ça, ils détestent les dieux russes. Ils détestent aussi les dieux russes parce que l'Amérique, en tant que nation, est extrêmement peu sûre d'elle. Et quand on regarde la puissance qui a été vaincue, combattue pendant 1000 ans, et Vladimir Poutine dit « C'était connu, on ne peut pas vaincre la Russie sur le champ de bataille. Point final. »
Les Russes peuvent perdre une bataille ou deux, mais au final, ils gagnent les guerres, vous savez. Et c'est ce qu'ils détestent, parce que la Russie et l'Union soviétique représentaient un obstacle à la croyance fanatique en la cité brillante sur la colline, surtout parmi les évangéliques aux États-Unis. Cette idée que c'était l'Amérique qui devait tout gagner, libérer l'humanité, vaincre Hitler, faire ceci et cela. Et puis, il y a eu ces fichus Ruskovs, qui ont été les premiers à voler dans l'espace. Ensuite, il y a cette éducation de l'Union soviétique et de la Russie aujourd'hui, face à laquelle le système éducatif américain fait pâle figure. C'est de la camelote en somme, comparé à cela, vous voyez. Alors ils ont cette insécurité, et chacun arrive avec sa propre petite charge supplémentaire sur cette balance de la haine. Comme les Juifs russes, beaucoup, pas tous mais beaucoup, comme je l'ai déjà dit, ils contribuent à toutes sortes de causes néoconservatrices. Et ils détestent les Russes. Ils veulent régler leur compte pour ces pogroms, vous voyez. Donc vous avez ces fanatiques, et c'est ce qu'ils sont. Et c'est ce que l'élite américaine est devenue. Tout ce que nous savions de l'Amérique de la période d'après-guerre jusqu'aux années 1990 a disparu. Ce n'est plus là. Et voilà. André, Ursula von der Leyen parle de 800 milliards d'euros destinés à une Europe défensive. Ces pays qui paient pour ce genre de choses. Tu sais, d'une manière ou d'une autre, ils doivent réduire la sécurité sociale et tous ces programmes si importants. Mais ils veulent envoyer cet argent à la défense, à l'armée, pour militariser spécifiquement l'Europe. Ressentent-ils vraiment tous la même chose? Je ne pense pas que toute l'Europe soit d'accord. Tu sais, tu sépares, tu vois. Non, les Européens de l'Ouest sont pareils. La majorité des Européens de l'Ouest abhorrent les Russes. Ils croient à la menace russe. Ils sont endoctrinés. Ils l'ont toujours été. Et donc, tu vois, cela a été publié sur mes forums de discussion et sur mon blog. Écoute la conclusion finale de tout ça. Je n'aime pas Karen Shakhnazarov. Ce n'est pas un mauvais réalisateur en soi, mais j'ai d'autres différends avec lui. Mais dans son White Tiger, que je n'aime pas. Mais tout de même, quand tu as le film White Tiger, tu as ce monologue d'Hitler. Évidemment, c'est imaginaire, mais il parle à une entité, à quelqu'un qui ressemble à un homme. Mais on sait qui c'est. C'est le diable, évidemment. Il lui parle. Et il dit oui, l'Allemagne maintenant. En 1945, l'Allemagne sera tenue pour responsable de tout. Mais ce que nous avons fait, nous l'avons fait parce que les Européens le voulaient. Et il a tout à fait raison. Donc dans ce cas, d'abord, les Européens renonceront à leur liberté. Ils n'ont pas de principe pour la plupart. Pas tous, qu'on ne s'y trompe pas, mais la majorité. Et ils sont précisément ainsi. Ils seront battus jusqu'à la soumission. Ils n'ont pas le courage de se battre pour des principes plus grands que leur estomac, qui est important, qu'on ne s'y trompe pas. L'économie est extrêmement importante, vous savez. Mais oui, ils seront forcés d'accepter cela. Et ils seront pauvres. Ils s'appauvrissent déjà. Leur production industrielle en Allemagne, selon le dernier rapport d'aujourd'hui, a chuté de 4,5%. Voilà. Et cela continuera jusqu'à ce qu'ils soient désespérés. Ils seront battus. Et pour une raison quelconque, ces gens-là, comme Wonderland, qui est un imbécile, et la plupart des militaires là-bas, ne sont pas non plus des personnes très réelles. Ils pensent que, d'une manière ou d'une autre, ces 800 milliards de dollars qu'ils n'ont pas peuvent leur acheter des armées. Ce n'est pas le cas. Et c'est bien là le problème, vous savez. C'est aussi ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les Russes ne traitent plus avec des professionnels. Pendant la guerre froide 1.0, il y avait des généraux soviétiques, des militaires soviétiques ou même des représentants du renseignement qui parlaient à leurs homologues américains. Ils étaient ennemis, mais les Russes savaient que, pour la plupart, du côté américain, on avait affaire à de vrais professionnels. C'était de bons professionnels,
Ils comprenaient la logique de la guerre, comment les stratégies sont conçues et ce genre de choses. Vous n'avez plus ces gens-là. Juste une bande de fanatiques et d'idiots, tu sais. Et ils sont extrêmement peu professionnels. Le haut commandement américain, les généraux américains, ce sont des gens très peu professionnels. Peu importe ce qu'on leur enseigne dans leurs écoles de guerre, sans parler du collège d'état-major et de commandement de Leavenworth au Kansas, je ne sais pas de quel univers parallèle cela sort. Ils peuvent attraper un petit truc tactique ici ou là. Oh oui, les drones, oh oui, ce machin, oh oui, les motos, oui, la tactique, tu vois. Mais ils ne comprennent pas l'art opératif. Les États-Unis, sans même parler de l'Europe, ont échoué sur le plan opérationnel de manière si lamentable, si flagrante, déjà en 2023, avec cette fameuse contre-offensive planifiée par M. Donahue, avec M. Aguto et ses généraux. M. Donahue est maintenant le commandant suprême en Europe. Ces types sont des amateurs. Mon Dieu, ils ne comprennent pas ce à quoi ils ont affaire. Alors les Russes se disent, bon sang, à qui parlons-nous? Je veux dire, trouvez-nous quelqu'un de normal, de professionnel, mais qui puisse quand même être l'ennemi. Vous voulez un ennemi professionnel. Au moins, dans ce cas, vous pouvez communiquer avec bon sens. On ne peut pas communiquer avec bon sens avec ces gens-là. Les généraux américains, sans parler des Britanniques, ne comprennent même pas ce à quoi ils ont affaire, ni comment cela se termine à long terme, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la stratégie. Ils n'enseignent pas la véritable stratégie, car tout ce qu'ils enseignent dans les institutions militaires américaines, ce sont des contes de fées sur l'histoire militaire américaine. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Au revoir.